Bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition, la mobilisation des salariés du site d'Alcatel-Lucent à Lannion. Ils protestent contre le plan de départ volontaire proposé par la direction. La Transat Jacques Vabre va s'élancer dans plus d'un mois du Havre, direction le Brésil. Nous avons suivi 2 skippers à l'entraînement à Port-la-Forêt. Et puis ce vendredi débute une exposition autour de Pierre Macorlan à Brest. L'écrivain a puisé son inspiration dans la cité du Ponant. Bienvenue dans cette édition du jeudi 26 septembre 2013. Et on démarre cette édition avec cette information sociale, la journée de mobilisation nationale chez Alcatel-Lucent. À Lannion, dans les Côtes-d'Armor, près de 400 personnes ont manifesté. La direction a annoncé à l'automne 2012 un plan social et elle devrait en dévoiler un nouveau le 8 octobre. Karine Andouche d'Armor TV fait le point. Lancé en novembre dernier, le plan social Performance prévoyait 850 suppressions d'emplois en France pour le groupe Alcatel-Lucent, dont 120 à Lannion. Près de 90 départs volontaires ont été recensés. Le compte n'y est donc pas et la direction va devoir licencier une trentaine de salariés supplémentaires. La boîte va mal, il ne faut pas non plus dire qu'elle va bien. On a un gros problème de trésorerie dans cette entreprise depuis 5 ans. On n'a pas fait de bénéfices depuis 5 ans. Néanmoins, on voit bien que les 5 plans qui se sont succédés n'ont pas permis de retrouver la voie du bénéfice. Donc il y a un problème de solution. On a vraiment un problème de trésorerie, mais la solution suppression d'emplois n'est pas efficace non plus. Pour cette nouvelle vague de licenciements, les convocations devraient avoir lieu début octobre, d'où l'inquiétude des salariés. Tout le monde va surveiller son téléphone et s'inquiète de recevoir ce coup de fil. Ça peut tomber sur chacun, hein. Donc c'est de l'inquiétude et on est en colère en effet, colère tranquille mais... L'inquiétude est d'autant plus grande que Shift, un nouveau plan social, le 6e depuis 2007, date de la fusion entre Alcatel et Lucent, va être rendu public le 8 octobre par la direction générale au cours d'un comité européen. On s'attend à des choses assez violentes parce que donc le nouveau PDG a annoncé 1 milliard d'euros d'économies sur les coûts fixes. Et les coûts fixes, c'est avant tout les salaires immobiliers. Depuis 2007, il y a eu près de 400 suppressions d'emplois à Alcatel-Lucent. Aujourd'hui, ils sont encore autour de 800 salariés, ce qui représente 20% des emplois sur Lannion. Et autre colère, celle des pêcheurs lorientais. Leurs homologues espagnols accostent dans le Morbihan pour débarquer leurs anchois. Les bateaux de pêche bretons ont pour la plupart déjà atteint les quotas de pêche et ils ne pourront bientôt plus vendre leurs poissons. Pierre-François Vatras de TB Sud. C'est une particularité de la pêche à l'anchois, les bateaux étrangers ont tout à fait le droit de pêcher dans les eaux françaises. Mais voir des bateaux espagnols remplis d'anchois pour les pêcheurs lorientais qui ont, eux, déjà atteint leur quota, c'est forcément frustrant. Aujourd'hui, les pêcheurs lorientais ne peuvent pas pêcher d'anchois. Ils ont déjà atteint leur maximum disponible alors que la ressource est là. Donc ce que nous, évidemment, nous demandons, c'est que dès l'année prochaine, les quotas soient réévalués à la hausse afin de permettre aux pêcheurs de plus pêcher tout en respectant parfaitement l'environnement et la ressource halieutique disponible. Ces quotas, c'est l'Europe qui les fixe. Ils sont ensuite redistribués aux différents bateaux par les organisations de producteurs. Plus les quotas européens sont faibles, moins ces organisations peuvent contenter leurs adhérents. Et là encore, il y a un sentiment d'injustice chez les plus lésés. Les quotas ne sont pas justes vis-à-vis de certains bateaux lorientais. Donc nous, on ramasse des miettes. On a eu le droit à 25 tonnes la première fois. On a une rallonge de 9 tonnes. Alors qu'il y a des bateaux qui n'ont aucune antériorité, qui n'ont rien du tout. Ils arrivent sur le marché cette année, ils naviguent depuis 1 an, ces bateaux-là, et on leur donne 55 tonnes d'office. Et on conteste ça, quoi. Donc au moins une répartition équitable pour chaque bateau. C'est ce qu'on demande. Les pêcheurs demandent aussi plus de contrôle sur les bateaux étrangers. Ces contrôles sur les prises ont lieu quasi systématiquement à l'arrivée des bateaux étrangers à l'Orient, mais les contrôles sur les techniques de pêche en mer sont plus rares. Pourtant, les pêcheurs espagnols sont soupçonnés d'utiliser la technique du lampero. Elle consiste à utiliser d'énormes projecteurs pour attirer les anchois en surface et les pêcher plus rapidement. Une technique totalement interdite.
Et toujours dans l'actualité sociale, la bonne nouvelle du jour avec les chiffres du chômage, ils sont tombés ce mercredi et c'est une première. Depuis 2 ans, ils sont en baisse. Dans le Finistère, le nombre de demandeurs d'emploi a chuté de 2,3%. À l'échelle régionale, la Bretagne compte 3760 chômeurs de moins qu'en juillet 2013. La SNSM a retrouvé un patron. Xavier Delagorce vient d'être élu à la tête de la Société nationale de sauvetage en mer ce jeudi. Il succède ainsi à l'amiral Olivier Lajoux qui a démissionné début septembre. C'est la première fois dans l'histoire de la SNSM qu'un civil est nommé président de l'association de sauvetage. Dans un peu plus d'1 mois, les skippers de la Transat Jacques Vabre s'élanceront du Havre, direction le Brésil. En attendant, de nombreux navigateurs se préparent au pôle d'entraînement de Port-la-Forêt, parmi lesquels Yann Eliès et Erwan Leroux. Pauline Ferco les a rencontrés. La Transat Jacques Vabre partira du Havre le 3 novembre prochain pour relier Itarai au Brésil. 25 bateaux sur la ligne de départ, répartis en 4 catégories. Et puisque la course se joue en double, c'est donc 50 skippers qui participeront à la 11e édition de cette transatlantique. Si la course part de Normandie, c'est dans le Finistère que s'entraînent de nombreux skippers. Au pôle course large de Port-la-Forêt, les séances d'entraînement s'enchaînent. Parmi les duos engagés dans la classe Multi 50, on retrouve Yann Eliès, double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui fera sa première transat en multicoque. Une expérience différente dans ma carrière. Ça, c'est l'occasion, pour ma culture générale, de savoir un peu ce que ça représente. Et quand tu le fais en multicoque, l'objectif, c'est la route du Rhum qu'il y a après. À ses côtés, Erwan Leroux, qui participe pour la 5e fois à cette course large. Parce que son expérience du large, du multicoque, de la course au contact est importante pour moi. C'est de l'expérience que moi, j'ai pas forcément, surtout la course au contact. J'ai plus jamais fait de Figaro, donc je pense que Yann va m'apporter énormément de choses en termes de météo, stratégie et tactique. Et les 2 coéquipiers ne comptent pas rester joués. Voilà, l'objectif, c'est la gagne en se faisant plaisir. Mais avant le soleil du Brésil, la route est longue et la concurrence sera rude sur les 5450 000, soit 8770 km du parcours de la Transat Jacques Vabre. Allez, on revient sur Terre maintenant et on s'intéresse à la cavale d'automne, un grand rendez-vous autour du cheval dans le pays de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Parmi les activités proposées, une randonnée équestre accompagnée d'ânes et de chevaux. Reportage d'Emmanuel Lebelgo d'Armor TV. À l'heure des premiers rayons de soleil, les 18 cavaliers de la caravane du Penthièvre démontent le bivouac et préparent les animaux au départ. 6 jours et 5 nuits pour parcourir les 125 km de chemins creux et de vallées pour rejoindre le haras de Lamballe. Un voyage dans le temps au plus près de la nature et des animaux à la vitesse moyenne de 5 km/h. Alors le but, c'est de revenir aux origines du voyage, puisque il n'y a aucun véhicule d'accompagnement. Les animaux ce sont les animaux qui portent les bagages. Donc c'est l'esprit originel du voyage, c'est un peu l'esprit, on va dire, des pionniers du Far West, ou des bergers quand ils allaient en transhumance, ou des colporteurs cévenols, ou des choses comme ça. C'est l'animal qui transporte tout notre matériel. On est vraiment à côté de nos animaux, donc il y a un lien qui se crée avec les animaux et le randonneur a besoin d'avoir une relation forte avec son animal puisqu'on a besoin de lui faire totalement confiance. Quand il y a un passage difficile, on est dans les Côtes-d'Armor, on pourrait être en Ariège, on pourrait être dans les Alpes, donc on a besoin de faire totalement confiance à notre animal, donc la relation doit être forte. Donc quand on dort à proximité de l'animal, la relation s'établit. 11 chevaux de selle, 3 chevaux de bas pour porter les bagages, 4 ânes, une mule et un poney Shetland. Les équidés sont parés pour parcourir les 25 km de cette étape qui sépare Plérin des Cahots du Gouët à Saint-Julien. Une randonnée où l'on se doit de ménager sa monture. Les premiers jours sont les plus durs parce que les chevaux sont comme nous, ils ne sont pas nécessairement toujours très entraînés à ce genre d'exercice. Même si on va très doucement, parce que hier on a galopé un petit peu sur la plage quand on est arrivé, mais juste en fin de promenade. Autrement, on a fait, on va dire, 95% de la promenade au pas. Un âne ou un cheval a besoin de brouter en gros 12 à 14 heures par jour. Donc on ne peut pas non plus faire des étapes trop longues. Donc 12 à 14 jours de broutage, 8 heures de sommeil. Et si on fait des étapes de 12 heures, l'animal ne peut plus ni se reposer ni se nourrir convenablement. Donc il faut que les étapes restent raisonnables. Donc pas plus de 6-7 heures de route en fin de compte. À ce jour, les Côtes-d'Armor comptent près de 2500 km de randonnées équestres balisées. Pierre Macorlan et Brest, c'est le sujet de l'exposition consacrée à l'écrivain, un retour sur les chansons et les romans écrits par l'artiste. Une exposition itinérante qui débute ce vendredi à Brest, au Macorlan justement. Marion Rivette l'a visité.
Nous habitions dans le bas de la rue de Siam, ainsi la nommait-on depuis près d'un siècle. L'intrigue de l'encre de miséricorde se passe bien à Brest. Pierre Mac-Orlan s'est inspiré de la ville pour écrire certains de ses romans marins. Jusqu'au 13 novembre, une exposition itinérante à Recouvrance rend hommage à l'écrivain mort en 70. Le directeur de la salle, Pierre Mac-Orlan, revient sur l'exposition. Plusieurs panneaux explicatifs qui vont retracer le parcours de Pierre Mac-Orlan en Bretagne, de Moëlan-sur-Mer à Brest, et également quelques panneaux qui vont traiter de sa relation spécifique avec de grands artistes brestois, comme Pierre Perron par exemple, ou Jim Sevelec, des rencontres qu'il a faites avec des gens qui lui ont fait découvrir une ville à une certaine époque et qui lui ont demandé dont il s'est inspiré. Accompagné de ses amis de Montmartre, Pierre Mac-Orlan a passé certaines de ses vacances à Brest. Il trouvait tous les ingrédients nécessaires à son écriture. À Brest, par exemple, le bagne, d'évoquer le château, d'évoquer la tour Tanguy, la Pinfeld, la marine royale. Pour suivre les pas du célèbre écrivain Pierre Mac-Orlan, au fil de ses rencontres à Brest, l'exposition est présentée jusqu'au 13 novembre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TPO.